Bonjour Laurent Vincenti. Bonjour. Vous êtes consultant et designer de marque. Vous enseignez en MBA aussi au CELSA et à l'EDEC. Et vous publiez avec votre co-auteur Bertrand Rossignol Bouddhisme et capitalisme. Alors s'il y en a bien deux qu'on n'attendait pas à retrouver ensemble, ce sont ces deux-là, le bouddhisme et le capitalisme. C'est aux éditions LPM. Ça fait longtemps que je voulais vous faire venir dans cette émission. Mais évidemment, pendant 3 mois, nous avons été privés d'enregistrement. Je suis bien content qu'on puisse enfin évoquer ce sujet. Et maintenant, la méthode douce. Avec vous, Laurent Vincenti, la méthode Bouddha. C'est quand même une drôle d'idée d'avoir rapproché le... Comment vous avez eu l'idée de rapprocher le bouddhisme du capitalisme ? Alors, il se trouve que mon métier est au cœur du capitalisme, parce que je travaille sur l'image des grandes entreprises depuis 40 ans, et je suis bouddhiste depuis 40 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je suis devenu bouddhiste. Et donc, j'ai eu cette approche humaine avec le bouddhisme, parce que j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai partagé, j'ai compris la souffrance des gens, de toutes sortes de gens. Et puis, j'ai rencontré des présidents d'entreprises, des COMEX, des gens dans toutes sortes d'entreprises, et j'ai fait un rapprochement en me disant que finalement, le sujet, c'était le bonheur. Parce qu'on est tous des êtres humains, qu'on soit bouddhiste ou capitaliste, on reste des êtres humains. Alors, et donc le sujet qui nous a passionnés avec Bertrand Rossignol, c'est de faire ce croisement sur religion et cette... Alors, effectivement, les deux points communs entre bouddhisme et capitalisme, vous avez cité le bonheur, il y a la liberté aussi. Oui. Mais alors pour le reste, franchement, le bouddhisme relativise plutôt la notion d'individu, minimise l'ego, insiste sur la maîtrise du désir, des pulsions, etc. Je veux dire, le capitalisme, c'est tout le contraire. C'est égoïste, individualiste, ça exalte les pulsions les plus basses. Enfin bref, il n'y a aucun point commun, quoi. Exactement, c'est pour ça qu'ils peuvent céder. C'est pour ça qu'ils peuvent céder. En fait, le capitalisme, on ne peut pas dire qu'il y ait un capitalisme, mais il est né d'une certaine manière de la solidarité. Par exemple, les assurances. C'était des gens dans les campagnes qui s'entraidaient et qui ont commencé à créer l'assurance. Les capitaines d'industrie, et j'ai travaillé par exemple pour le groupe Solvay. Monsieur Solvay, il y a 150 ans, a été un passionné de la recherche. Et bien figurez-vous qu'on a reçu sa petite fille dans l'émission pour nous raconter justement la grande saga des conférences Solvay. Voilà, extraordinaire. Absolument. Il a réuni les plus grands chercheurs mondiaux. Les plus grands. Et cet homme était une sorte de passionné. C'était la religion de la recherche. Et quand on se promène d'ailleurs dans la maison Solvay, il y a des fresques en l'honneur de ces ouvriers, de l'étude, c'était très humaniste. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Parce que s'il fallait parler du bouddhisme, on pourrait en parler pendant des heures et des jours. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir, nous, du bouddhisme par rapport à son lien avec le capitalisme? Alors, notre conviction, et c'est la conviction du bouddhisme, c'est qu'en fait, tout est croyance. C'est-à-dire que les gens vivent avec des croyances. On sépare religion et capitalisme parce qu'on pense qu'il n'y a pas de croyance dans le capitalisme. C'est froid, ça marche, c'est mécanique. C'est faux. Le capitalisme a une véritable croyance que l'enrichissement rend heureux. Bon, il se trouve que quand j'étais jeune, j'étais skipper mousse sur des bateaux, des yachts. Et un jour, le patron que je ramenais au port me dit « Regarde, Laurent, ça je peux acheter, la voiture je peux l'acheter, l'hôtel je peux l'acheter, je peux tout acheter, mais ma vie est un désastre. Ne fais jamais comme moi. » Et ça m'a marqué. J'avais 20 ans et je me suis dit, ce gars a tout réussi. En capitalisme, il avait tout bon, mais il était profondément malheureux. Alors le Bouddha, comment ça s'est passé? Siddhartha, il naît dans un palais richissime, c'était un prince, et puis à un moment, on lui cache tout l'extérieur, et à un moment, il sort, il s'aperçoit qu'il y a des morts, des malades, des gens qui souffrent, tout ça qu'il ne connaissait pas. Et là, il entame une recherche, il sort de son palais, il repart à zéro, il fait cette recherche, et il révèle que finalement, le bonheur se situe ailleurs, plus profondément. Alors le capitalisme, comment ces valeurs du bouddhisme peuvent pas l'influencer. Sachant que la réalité de notre société, c'est que les valeurs du capitalisme sont plutôt à bout de souffle. Exactement. Alors que le bouddhisme, finalement, n'a jamais été aussi populaire. Pourquoi? Parce que justement, on arrive au bout du rêve capitaliste, c'est-à-dire le fait de penser, d'avoir cette illusion que l'enrichissement rend heureux. Aujourd'hui, tout le temps. Ah oui, non seulement on s'est aperçu que c'est faux, et puis on s'aperçoit qu'on pourrit tout autour. Comme Greta Thunberg l'a expliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capitalisme qui a exacerbé tous les désirs, aujourd'hui, arrive à bout, et donc on pense autrement. Et quand on écoute la jeunesse, ce qui est passionnant, c'est qu'on s'aperçoit que les jeunes on est en train de muter complètement dans la manière de
concevoir l'art de vivre. Hein. Donc les jeunes, ils cherchent du bonheur, ils cherchent de l'égalité, ils sont capables, ils veulent des boulots qui ont du sens plus que des boulots qui gagnent beaucoup. Donc notre nouvelle génération, il faut l'écouter, elle est en train de faire changer le monde. Les jeunes, à la différence de notre génération, ne sont pas des kankucho. Exactement. Racontez-nous ce que c'est que le fameux kankucho. C'est quoi? Racontez-nous cette histoire du kankucho. Alors le kankucho, c'est quelque chose. Le kankucho, c'est un oiseau qui, pendant la journée, dès qu'il y a du soleil, se met à gazouiller et saute de branche en branche. Ouais. Et quand arrive la nuit et qu'il fait très froid, il va sur sa branche, il se lamente en disant « Ah, il fait froid, il fait froid, il fait froid, c'est horrible ». Et alors, il attend le lendemain et finalement, sa vie continue comme ça. Et bien, l'être humain est un peu pareil. C'est-à-dire que le lendemain, il se dit, la nuit, quand il a froid, il se dit « Je vais faire quelque chose pour pas avoir froid demain ». C'est ça. Et puis en fait, dans la journée, il oublie et il fait rien. Ben voilà. Et alors, notre société... Et nous, c'est ce qu'on fait depuis c'est ça. On continue à vouloir consommer à outrance. Click and collect, par exemple. C'est je vais avoir rapidement un produit, il suffit que je clique sur Internet et je l'ai tout de suite. Et ben, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir tout de suite un produit comme ça? Qu'est-ce que le bouddhisme dit du rapport au temps? Alors le temps, c'est important. C'est important parce que c'est le principe de la causalité, c'est-à-dire tout ce que l'on plante comme cause actuellement va déterminer le futur. Ouais. Et on est le résultat des causes qu'on a plantées avant. C'est assez logique, le bouddhisme. Hein. Et donc, l'idée, c'est de dire, pour changer l'avenir, il faut agir autrement maintenant. Hein. Donc très clairement, c'est ce principe de révolution humaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer l'avenir? Il faut se changer soi-même. Hein. Donc ça, c'est un principe central du bouddhisme. Comment transformer sa vie, ses conceptions fondamentales, pour comprendre que le bonheur n'est pas forcément celui qu'on croit. Et ça, le bouddhisme le permet. Alors, évidemment, on voit bien qu'en plus, les tendances technologiques poussent dans ce sens-là. C'est-à-dire que on voit bien que toute l'économie de demain, c'est plutôt une économie qui est tournée vers l'être mieux plutôt que vers l'avoir plus. Exactement. Hein, et c'est de là que viendra la création de valeur, finalement. Exactement. Donc ça, c'est un vrai changement. Aujourd'hui, tout le business du bien-être est florissant. Et puis, les gens se posent des vraies questions sur qu'est-ce que je fais demain. Et le Covid aide. Le Covid va dans ce sens-là. Les gens, par exemple, partent de Paris, achètent des maisons de campagne, la permaculture, le yoga, toutes ces sciences qui ramènent vers une certaine conception du bonheur préfigurent d'une transformation profonde de la société. Alors justement, quand vous fusionnez le bouddhisme et le capitalisme, ça donne ce que vous appelez le capitalisme compassionnel. Exactement. Voilà, bon, c'est un nom, il fallait trouver un nom, on a trouvé ça. C'est pas mal. C'est pas mal le capitalisme compassionnel. Oui, parce qu'en fait, moi, ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. Le fait d'apprendre la compassion permet de savoir où se trouve le bonheur. La compassion, ça rend vraiment heureux. C'est pas un truc perché, tout ça. Je pense que d'avoir, notamment dans l'entreprise, cet esprit compassionnel, de comprendre le cœur des gens, d'aider ses collaborateurs, et même de comprendre l'esprit des dirigeants, ça change la donne. C'est complètement différent. Donc si ce capitalisme s'oriente, au lieu de s'orienter sur l'argent, et le capital s'oriente sur les gens, sur la valeur de la vie, je pense que ça change. Je suis même convaincu que ça peut changer. Mais alors, vous parlez des entreprises. Concrètement, au quotidien, comment tout ça peut se mettre en place? Alors, il y a des signaux faibles qui apparaissent actuellement. On travaille beaucoup dessus. La raison d'être. Il y a la loi Pacte de Madeleine qui a démarré ce mouvement en disant chaque entreprise doit retrouver la raison pour laquelle elle existe. Bon, il fallait le faire. Ça paraissait logique que les entreprises sachent où elles allaient, mais en fait, non. Donc aujourd'hui, les entreprises se posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on amène à la société. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, quand on crée une raison d'être, quand on réfléchit avec les dirigeants et les employés d'une entreprise à une nouvelle raison d'être, eh ben, ça rend de la cohésion, ça rend du bonheur, ça rend un nouvel élan à l'entreprise. Et ça, c'est fantastique. Je pense que c'est un courant profond qui est en train de faire muter l'entreprise vers plus de bienveillance, vers plus de compassion, vers un nouveau type de management et peut-être une nouvelle manière d'utiliser son argent. Parce que le bouddhisme, c'est quand même aussi un peu l'éloge de la frugalité. Le bonheur personnel, le fait de profiter de... Non, le fait de faire plus avec moins, quoi. Ah oui, faire plus avec moins, oui, on peut effectivement, c'est l'inverse de l'avidité. Ouais. C'est l'inverse de l'avidité, c'est-à-dire l'important c'est le cœur. C'est le cœur, c'est pas le porte-monnaie. Le porte-monnaie est nécessaire aussi. Mais parce que là, finalement, dans votre capitalisme compassionnel, vous retrouvez l'idée initialement libérale que finalement, en cherchant votre intérêt
personnel, votre intérêt particulier. Vous servez quelque part l'intérêt général. Exactement, exactement. Alors c'est pour ça qu'on pense que les choses ne sont pas séparées. Hein. Il y a un roman qui a été écrit par Daisaku Ikeda, qui est un grand philosophe japonais bouddhiste, qui commence en disant la transformation intérieure d'un seul homme, la révolution humaine d'un seul homme, peut transformer sa vie, mais également l'ensemble de la société et le monde. Hein. Donc ça, c'est une vraie conviction que le changement de l'humanité, de la planète, doit passer par le changement intérieur de chacun. C'est une prise de conscience intérieure de sa manière de vivre, de son bonheur, etc. Ça peut tout à fait faire changer les entreprises, que les entreprises écoutent les gens. Hein. Total, par exemple, a monté une direction de l'engagement sociétal. BNP Paribas aussi. C'est pas pour rien. C'est parce que les entreprises écoutent les gens et les gens leur disent eh ben nous, on aime les entreprises qui s'engagent et qui aident les gens dans la société. Ça, c'est un mouvement de fond. C'est un signal fort de l'évolution des entreprises pour l'avenir. Je suis convaincu qu'on va y aller de plus en plus vite. Ce que j'appelle l'entreprise humaniste. Greta Thunberg, elle n'est pas bouddhiste, hein. Non, elle n'est pas bouddhiste, elle n'a pas de sentiment... Parce que vous m'auriez dit oui, toute cette émission tombait à l'eau. J'oppose les deux. Alors là, si vous me dites Greta Thunberg est bouddhiste, c'est foutu pour moi. Non, elle a quelque chose en revanche d'une icône qui est suivie par des millions de fidèles et il y a quelque chose de religieux dans la façon dont on Oui, parce que ce côté quand même, une seule personne peut tout changer. Oui. C'est quand même aussi un signe de l'époque. Moi, je pense l'inverse. Je pense que beaucoup de gens font changer la société. Par contre, chacun doit sentir qu'il est profondément important dans la société. Aujourd'hui, on a l'impression d'être étouffé par une sorte d'énorme magma de la société de consommation et qu'on ne peut rien dire. Mais c'est faux. Chaque être humain peut prendre sa vie en main et a la responsabilité lui-même de changer sa société, sa famille, sa manière de vivre, etc. C'est possible. Ça, des fois, on perd cette idée fondamentale qu'on est libre, qu'on peut vraiment acquérir un vrai potentiel de changer les choses. J'en suis convaincu. Alors dans ce sens-là, Greta Thunberg est un peu bouddhiste, en effet. Voilà, elle est bouddhiste sans le savoir, sans l'avoir revendiqué. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très intéressant de confronter ces points de vue. Maël Brun, Greta Thunberg, la voix qui secoue la planète, c'est la première biographie au monde sur celle qui fascine la planète. Et puis Capitalisme et bouddhisme, ça c'est l'ouvrage de Bertrand Rossignol et Laurent Vincenti aux éditions LPM. Greta Thunberg, c'est aux éditions de l'Archipel. Merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.